Bonjour, bienvenue aux animations des Nuits de la lecture. Nous n'avons pas pu vous accueillir en médiathèque comme prévu, mais nous vous proposons quand même une animation en vidéo. Nous allons vous présenter nos coups de cœur sur le thème « Relire le monde ». Deon Meyer est un écrivain sud-africain. Il écrit des romans, mais il écrit également des romans policiers. Dans La Proie, on suit deux histoires. La première, celle de Benny Grissel et de Vaughn Cupido, deux enquêteurs des Hawks, sur un meurtre qui a eu lieu dans un train de luxe pour touristes. Et la victime est un ancien policier. Dans l'autre histoire, on suit Daniel Dariet, ancien membre de la branche armée de l'ANC, qui coule désormais des jours paisibles à Bordeaux et travaille chez un antiquaire avec un nouveau nom. Les deux histoires vont se dérouler côte à côte durant une très grande partie du roman, ce qui nous laisse le temps de faire nombre de conjectures sur la façon dont on va résoudre ces deux histoires parallèles. Jusqu'à la fin, le suspense dans ce livre est entier. C'est une histoire imaginée, mais qui prend tout son sens par rapport à l'histoire récente de l'Afrique du Sud et ce qu'on a appelé la captation de l'État, qui est en fait tout simplement la corruption au plus haut niveau de l'État par des entreprises qui deviennent alors intouchables et modèlent ainsi la politique à leur avantage. On sent l'auteur désabusé par rapport à l'histoire post-Mandela de l'Afrique du Sud et on se rapproche très souvent dans ce livre finalement d'un roman d'espionnage. C'est une histoire qui est facile à lire. Je pense qu'on l'apprécie mieux si on connaît déjà les précédentes histoires avec l'enquêteur Benny Grissel. Deon Meyer maîtrise parfaitement son style d'écriture, il y a énormément de suspense, c'est limpide et c'est accrocheur. Ce que j'aime dans ce livre, c'est bien sûr avant tout le personnage de l'enquêteur. Il est sombre, il est torturé, c'est un ancien alcoolique, on a suivi ça dans les précédents romans, et donc ça en fait un personnage attachant. Il est brillant, bien sûr, et j'aime aussi du coup le décor de l'Afrique du Sud. Je trouve que Deon Meyer s'attache toujours dans ses romans, et particulièrement dans celui-ci, à nous expliquer la complexité de la civilisation et de la société sud-africaine. C'est un auteur qui est un des plus lus en France. Sur ce style de livre, je dirais que c'est un de mes auteurs préférés avec Henning Mankell et Caril Ferret. Pour la petite histoire, enfin, sachez que jusqu'à très récemment, le livre n'était pas traduit depuis sa langue originale puisqu'il était traduit en français depuis l'anglais alors qu'il est écrit en afrikaans. Voilà, mon coup de cœur roman policier. Karim Berouka est le chanteur et parolier du groupe Ludwig von 88, un groupe punk apparu dans les années 80 et qui faisait partie de la scène alternative française, comme les Verruriers Noirs, la Mano Negra, les Garçons Bouchés, les Négresses Vertes et bien d'autres. Mais il écrit aussi de la science-fiction depuis 2002. Il commence par écrire des nouvelles, puis en 2011, il écrit son premier roman. En 2014 paraît Fée, Weed et Guillotine, qui obtient le prix Elbakin. Et en 2015, le Club des punks contre l'apocalypse zombie, qui obtient lui aussi un prix, le prix Julia Verlanger. Ces deux romans sont dans le même style humoristique et totalement déjanté, peu courant en science-fiction. Dans Fée, Weed et Guillotine, il y a une fée, Jaspucine Corday, Corday comme Charlotte Corday. Là, on se dit que ça doit avoir un rapport avec le fait qu'il y a le mot guillotine dans le titre. Cette fée débarque au XXIe siècle et fait appel à un détective pour retrouver une autre fée nommée Zélébore. Comme sa dernière mission date de 1789 et que ça ne s'est pas trop bien terminé d'ailleurs, elle est un peu déphasée à notre époque. Il y a aussi un drôle d'enfant. Enfin, il ressemble à un enfant, mais est-ce vraiment un enfant ? Que la police retrouve dans un grand appartement parisien, seul ou presque, puisque dans l'appartement se trouvent 3 cages dans lesquelles il y a 3 vieilles femmes. On trouve aussi dans l'appartement une vingtaine de saladiers remplis de pierres précieuses,
et 1 kg de marijuana, autrement dit de la weed. Dans le club des punks contre l'apocalypse zombie, il y a des punks. L'un d'entre eux, Kropotkin, rêve d'aller planter le drapeau noir de l'anarchie tout en haut de la tour Eiffel. Il y a aussi des zombies, bien sûr, plein de zombies. Ils sont partout et c'est le chaos dans Paris. Mais il y a aussi un groupe de survivants qui va tenter de profiter de la situation pour reprendre le pouvoir. Leur drapeau est frappé de la lettre M, d'un M qui veut dire MEDEF. Comme on pouvait s'y attendre, ça ne va pas bien se passer entre les anarcho-punks et les patrons capitalistes. Voilà, ça ne ressemble à rien d'autre et c'est une vraie réussite, à condition bien sûr d'apprécier ce type d'humour totalement barré et passablement corrosif. Je vais vous présenter le documentaire Les incroyables pouvoirs de la nature d'Hugues Demeud des éditions Artaud. Hugues Demeud est un journaliste spécialisé dans les sujets de la nature et de l'environnement. Son livre se présente en 8 parties: se reproduire, croître, se nourrir, se déplacer, apprendre, se défendre, guérir et communiquer, composées chacune d'une petite dizaine de chapitres très courts, moins de 5 pages la plupart du temps, ce qui facilite la lecture. Particulièrement proche de la nature, j'ai été ravie de pouvoir découvrir cet ouvrage aux informations si étonnantes. Alors que certaines anecdotes partagées par l'auteur sont de notoriété publique, comme par exemple la bardane, une plante herbacée qui a développé une solution imparable pour disperser ses graines. Elle entoure sa coque, le capitule qui protège ses fruits, de crochets capables de s'accrocher à toutes les fourrures des animaux qui s'en approchent. Pour ce faire, il faut que la plante ait séché sur tige et que les belles fleurs rose-violet se soient muées en fruits secs. Il suffit d'en avoir fait l'expérience, en les voyant l'été se fixer facilement et fermement sur des vêtements, pour comprendre à quel point cette méthode de dissémination est probante. Tout le secret tient dans la qualité du mécanisme d'accrochage des crochets. C'est en observant les propriétés surprenantes de la bardane que l'ingénieur suisse Georges de Mestral a inventé en 1948 le dispositif de fixation amovible connu sous le nom Velcro. Vel pour velours et cro pour crochet. La plupart des capacités dûment expliquées ici nous surprennent et nous font regarder la nature qui nous entoure d'un autre œil. Cette lecture passionnante vous fait découvrir les pouvoirs extraordinaires de la nature. Les Graciers est le premier roman pour adultes de cette jeune auteure anglaise qui est aussi dramaturge et poète. Elle situe l'intrigue de son roman sur la presqu'île de Vardø, au nord-est de la Norvège, en 1617. À la veille de Noël, une terrible tempête s'abat sur le village, situé en bord de mer. 40 hommes sont partis à la pêche et aucun n'en reviendra. Maren Magnus Detter, une jeune fille de 20 ans, assiste au naufrage et elle voit périr son père, son frère et son fiancé. Pour survivre à cette catastrophe, les femmes de Vardø vont devoir prendre la mer à côté de l'énergique veuve Kristen. Pendant 3 ans, elles vont s'occuper de la pêche, de l'élevage et de la vie de la communauté. Mais leur indépendance est vue d'un très mauvais œil. Un commissaire est nommé, il s'agit d'Absalom Cornet, qui arrive d'Écosse où il était chasseur de sorcières. Cet homme très pieux est décidé à remettre de l'ordre dans cette société. Il s'est récemment marié avec la jeune Ursa, 17 ans, originaire de la ville de Bergen, au sud-ouest de la Norvège. Cette jeune femme n'est pas du tout habituée à la rudesse de la région et va rapidement se faire une alliée en la personne de Maren, qui va lui inculquer les rudiments de la vie domestique et lui présenter ses amis ainsi que sa belle-sœur, Diina, une jeune Lapone.
Pour écrire ce roman, l'auteur s'est inspiré de faits historiques. En effet, en 1618, Vardø est la première ville de Norvège où le roi Christian IV décide de mener une chasse aux sorcières envers le peuple sami, peuple indigène, soupçonné d'être des sorciers parce qu'ils parlaient aux esprits et agissaient sur les vents. Le roi entend faire appliquer le traité de démonologie du roi Jacques d'Écosse. J'ai trouvé ce roman captivant et très puissant. La tension est palpable et monte crescendo, mais également une lecture enrichissante, tant sur le plan historique que sur la réflexion de la condition féminine, écrite par une jeune auteure pleine de talent. Je vous conseille donc cette lecture. Avec la tombée dans le domaine public de l'ensemble de l'œuvre de George Orwell, à partir du 1er janvier 2021, les adaptations de ses œuvres fleurissent, et notamment en bande dessinée. Orwell, de Pierre Christin au scénario et Sébastien Verdier au dessin, est une biographie de l'écrivain britannique. De son vrai nom, Eric Blair, il est né en 1903 et mort en 1950. C'est une figure incontournable de la littérature d'anticipation, avec ses romans 1984 et La ferme des animaux. Dans cette biographie, on découvre la vie passionnante et les multiples facettes de l'écrivain. Étudiant à Eton, policier en Birmanie, combattant de la guerre d'Espagne, journaliste, écrivain, cette bande dessinée est une très belle introduction, bien conçue, à la fois pointue et très abordable, à la vie et à l'œuvre de George Orwell. Elle est parsemée de citations de l'auteur et offre un portrait d'un écrivain libre, engagé, anticonformiste, visionnaire et, bien sûr, original. J'ai beaucoup aimé les illustrations sobres, en noir et blanc, avec seulement quelques touches de couleur par endroits. J'ai beaucoup aimé aussi les planches de dessinateurs connus, comme Juillard, Bilal ou encore Larsenet, qui ont été invités à donner leur vision personnelle de l'œuvre et de l'écrivain en une seule planche. Cette biographie donne envie de découvrir ou de redécouvrir l'œuvre de cet écrivain. Pour ma part, j'ai eu envie de lire 1984, que je n'avais jamais lu, et de découvrir plus précisément la figure de Big Brother, entité qui contrôle complètement toute la vie des individus, qui contrôle l'histoire, qui contrôle les médias. Et je trouve qu'on peut vraiment faire des parallèles avec notre société, et notamment quand on pense aux fake news ou à la manipulation des données personnelles. C'est donc un roman très dur, mais qui garde vraiment toute son actualité. Et je pense que c'est un roman qu'il faut vraiment avoir lu une fois dans sa vie pour mieux comprendre notre monde et pour mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Je vous conseille également de lire en parallèle le roman d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui offre une vision complémentaire sur la manipulation et le contrôle des individus dans une société. Je vais vous présenter un roman d'Anuradha Roy, Toutes ses vies jamais vécues. Anuradha Roy est une romancière indienne. Elle a travaillé comme journaliste dans plusieurs quotidiens et magazines indiens. Elle est éditrice depuis 2000. Son premier roman, écrit en 2011, s'appelait Un atlas de l'impossible. Il a été traduit en 15 langues. Le roman Toutes ces vies jamais vécues que je vous présente est paru en mars 2020 et est traduit de l'anglais. L'histoire commence en 1992 en Inde. Mishkin, le narrateur, amoureux des plantes et paysagiste de renom, tout juste à la retraite, reçoit un colis en provenance du Canada, des lettres envoyées par sa mère à son ancienne voisine. Sa mère, qui les avait quittés, les avait abandonnés, lui, son père et toute sa famille, alors que Mishkin avait 9 ans, pour suivre un peintre à Bali. Mishkin, tout au long du roman, va revisiter ses souvenirs avec l'éclairage nouveau des lettres reçues, et il va découvrir les raisons profondes du départ de sa mère. Ce roman se passe sur fond d'histoire de l'Inde pendant la Deuxième Guerre mondiale et sur le fond de mobilisation et de combat pour l'indépendance. Il y a également la peinture de la société indienne et la place des femmes qui sont tenues dans un carcan par les traditions. C'est un roman délicat et poétique que je vous invite à découvrir.